Monsieur Fournier, bienvenue. Bienvenue à tous nos autres participants. Alors juste pour ceux qui sont dans la salle ici, nous avons autour de la table donc Monsieur Fournier pour l'ANFR. Sont présents aussi Prakash Morut pour Chour, Mouna Benamar pour Paris 2024 et Jean-Christophe Paquel qui est un spécialiste bien connu du secteur des fréquences. Et on vous a convié aujourd'hui pour discuter justement de ce sujet des fréquences et des problématiques et des questions surtout qui se posent à vous tous et à nous tous autour de ce sujet, et en particulier par rapport à l'usage des PMSE. Je dirais à tout seigneur, tout honneur, Monsieur Fournier, je vais me tourner vers vous, vous inviter à vous présenter pour débuter, et puis nous expliquer un peu, peut-être rappeler ce qu'est l'ANFR, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, enfin, parfois assez méconnu malheureusement, et peut-être nous dire un peu quels sont vos travaux dans le cadre de la conférence mondiale des radiocommunications qui aura lieu en 2023. Éric Fournier, directeur planification du spectre et des affaires internationales à l'Agence nationale des fréquences. Donc l'ANFR, vous connaissez sans doute, peut-être, parce que nous faisons le travail d'assignation des microphones sans fil, des liaisons vidéo mobiles pendant les grands événements. Donc c'est souvent nous que vous pouvez trouver sur place pour traiter les problèmes de brouillage et vous assurer que vous avez les fréquences pour vos microphones ou pour vos caméras sans fil. Mais l'agence, c'est un petit peu plus que ça. C'est aussi l'agence qui coordonne les positions françaises et qui les défend dans tout ce qui est organisation internationale. Donc au niveau européen, l'Union européenne ou plus largement la CEPT, qui fait une harmonisation plus large que l'Union européenne, et puis l'Union internationale des télécommunications, qui a la responsabilité de réviser le règlement des radiocommunications de l'UIT. Ce règlement des radiocommunications, c'est celui qui attribue les bandes de fréquences à différents usages, différents services de radiocommunication dans le monde, avec les conditions techniques qui permettent la coexistence entre ces différents usages et essentiellement entre les pays. Il ne s'agit pas de décider de tout ce qu'on peut faire à Paris ou en France, il s'agit plutôt de s'assurer de la bonne relation entre les pays. Donc bien évidemment, si vous avez écouté mon titre Affaires internationales, moi je m'occupe surtout de ces questions de réglementation internationale. Et donc avec notamment ce sujet dont on va parler aujourd'hui, de la bande 470-694 MHz que vous utilisez aujourd'hui pour les microphones sans fil en partage avec la radiodiffusion. Et qui est visé pour une nouvelle attribution au service mobile, avec derrière ce service mobile des usages qui peuvent être les opérateurs mobiles, ce qui a été vécu, ce que vous avez vécu, ce que nous avons vécu dans la bande 700 ou dans la bande 800, et d'autres usages comme les réseaux de sécurité, avec un vocable côté UIT, c'est le PPDR, et puis aussi des besoins défense qui ont été exprimés. Donc je vous expliquerai plus tard peut-être la situation en Europe et la position française. Je ne sais pas si on m'entend bien, mais peut-être, oui, j'allais vous inviter à continuer sur la position française, justement les positions européennes, parce que c'est aussi là qu'on a pas mal d'interrogations du côté des fabricants comme des utilisateurs de PMSE. Alors, la position. Alors, peut-être pour expliquer la situation dans cette bande de fréquence. Donc, aujourd'hui, il y a une attribution à la radiodiffusion et quelque chose qui spécifie bien que les microphones sans fil, les PMSE, je crois que c'est le vocable qui lui a été donné ici, les PMSE peuvent fonctionner à titre secondaire dans les bandes de la radiodiffusion. Donc, à titre secondaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez protéger et ne pas réclamer de protection vis-à-vis de la radiodiffusion. Donc c'est ce que vous faites, c'est ce qu'on fait
lorsque, pour le choix d'une fréquence pour un microphone sans fil, on vérifie les émetteurs de radiodiffusion, de télévision qui sont à proximité, qui pourraient être soit brouillés ou qui pourraient être de telle sorte que les PMSE, les microphones, puissent brouiller les récepteurs de radiodiffusion qui sont dans la zone d'exploitation de ces microphones sans fil. Au niveau français, il y a dans la loi quelque chose qui est inscrit qui assure la disponibilité de cette bande de fréquence pour les besoins de la télévision, avec comme affectataire l'ARCOM, ex-CSA, jusqu'à au moins fin 2030, 31 décembre 2030. C'est repris aussi au niveau européen. Il y avait eu des discussions, c'était lié à tout ce qui était deuxième dividende numérique, la bande de 700 MHz. Donc ça a été repris au niveau européen avec une décision du Conseil et du Parlement, donc en co-décision au niveau européen, qui a aussi donné, alors c'est fait de manière un peu moins claire, mais qui a donné la priorité aux besoins de la télévision, aux besoins de la radiodiffusion et des PMSE, donc des microphones sans fil, pareil, jusqu'à au moins 2030. Donc ça, c'est la situation actuelle au niveau européen et au niveau international. La question maintenant, c'est ce qui va se passer en Europe et en France, c'est ce qui va se passer après 2030. Donc là, rien n'est écrit et il y a des points d'interrogation. Et cette discussion au niveau international, qui n'a pas été portée par les Européens et encore moins les Français, c'est une question qui est venue au départ de certains pays, notamment les pays du Golfe, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Qatar, qui ont une situation un peu particulière. Ils ont quasiment plus de télévision hertzienne terrestre. Ils utilisent essentiellement câbles et satellites. Donc quand un pays n'utilise pas du tout une bande de fréquence, il se demande à quoi il pourrait bien l'utiliser. Et donc leur réponse, du côté du Golfe, c'est assez clair, c'est au moins utiliser la partie haute de cette bande de fréquence pour les opérateurs mobiles, pour avoir une bande de fréquence qui est ouverte aussi aux États-Unis, qu'on appelle la bande 600 MHz, qui permet d'avoir une sorte de troisième dividende numérique après le 800 MHz, le 700 MHz, le 600 MHz. Donc c'est vraiment leur objectif. Ça n'a pas forcément d'impact sur nous. Je pense que, vous en fichez si côté pays du Golfe, il y a une bande de 600 MHz qui est utilisée par les opérateurs mobiles, grand bien leur face, donc ça n'a pas d'impact sur l'Europe. Mais l'expérience de la bande 700 MHz et de la bande 800 MHz font que on sait que lorsqu'il y a une décision au niveau des conférences mondiales des radiocommunications, ça a un effet signal sur les décisions au niveau européen avec, comme compréhension de ce signal, l'UIT a bougé, l'UIT a décidé qu'il fallait des usages mobiles dans cette bande de fréquence, et donc il va falloir, après 2030, il n'y a aucun danger avant 2030, il va falloir, après 2030, prévoir les usages mobiles. Ça n'aurait pas vraiment d'impact si l'Europe était unie, si tout le monde soutenait la radiodiffusion et les PMSE dans cette bande de fréquence forever pour jusqu'à la nuit des temps. Mais ça n'est pas le cas. Alors, il faut bien comprendre que tout ça est d'abord lié à l'évolution de l'utilisation de la radiodiffusion. Les PMSE sont en secondaire par rapport à la télévision, par rapport à la radiodiffusion. Donc la principale discussion, même si vous êtes extrêmement important pour nous, la principale discussion porte d'abord sur l'évolution de l'usage de la télévision. Et je pense que le discours que l'on peut entendre, qui est partagé assez largement, c'est que un jour ou l'autre, avec l'arrivée du très haut débit fixe pour tous, la fibre pour tous, les besoins de la télévision vont décroître. En France, ça ne se voit pas beaucoup. On a encore 20% des foyers qui utilisent la télévision hertzienne terrestre comme moyen unique de réception de la télévision et environ 50% qui utilisent
pour un récepteur, le récepteur principal du foyer, ou pour un autre récepteur, la télévision hertzienne terrestre. Donc ça reste très important en France. Il y a d'autres pays aussi où c'est important, le Royaume-Uni, l'Italie, où c'est encore beaucoup plus important, on est à 80%, pas à 50%, et d'autres pays, l'Espagne par exemple, ou la Grèce. Mais il y a d'autres pays où cette situation n'est pas la même. En Allemagne, les chiffres de réception de la télévision hertzienne sont plutôt de l'ordre de 5% des foyers. Alors ça dépend beaucoup des zones, des länders, etc. La Finlande, il y a encore une réception assez importante de la télévision hertzienne terrestre, mais ils ont une politique. La Finlande, c'est Nokia, et Nokia, c'est les mobiles. Donc ils ont une politique, y compris de la part de leurs radiodiffuseurs, qui vise à essayer de passer la réception de la télévision à travers les réseaux mobiles, y compris dans les zones éloignées. Le nord de la Finlande, qui ne peut pas être couvert par le satellite parce qu'on ne voit plus les satellites géostationnaires. Mais donc ils essayent de passer par une sorte de service universel qui passerait par les réseaux mobiles et qui couvrirait aussi l'accès à certains programmes de télévision. Donc c'est une sorte de politique finlandaise qui s'est exprimée. Donc ensuite, on trouve toutes les sortes de positions, de situations à travers l'Europe, entre les pays qui sont plutôt comme nous, et les pays du Sud, certains pays de l'Est, et des pays qui sont comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, et qui veulent passer assez rapidement. La Finlande, c'est même avant 2030, mais ça, ils ont aucune chance dans le contexte actuel. Mais pouvoir passer en 2031 ou un peu après, en 2035, à quelque chose où une partie de la bande de télévision pourrait faire l'objet d'un nouveau dividende numérique, la bande 600 MHz, dont je parlais. J'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait d'autres usages, et ça c'est un problème qui est spécifique un peu à l'Allemagne. L'Allemagne a une situation assez particulière où la télévision est de la responsabilité des Länder. Et ces Länder ont aussi une responsabilité en termes de sécurité, de réseau de sécurité. Et donc, la position allemande aujourd'hui, ou ce qu'ont exprimé les Länder, c'est que ils étaient finalement favorables à limiter les usages de radiodiffusion, à essayer de limiter le nombre de multiplex disponibles en Allemagne, mais de façon à pouvoir déployer un réseau de sécurité, l'équivalent du réseau Radio du Futur qui est développé par le ministère de l'Intérieur en France, et donc de développer ça dans cette bande 600 MHz. Alors, c'est pas forcément la bande 600 MHz, mais d'avoir la partie haute de la bande UHF, de la bande 600 MHz, qui soit utilisée pour les PPDR. C'est une situation un peu particulière de l'Allemagne qui, elle, pousse pour cette attribution mobile. Ils considèrent que cette attribution mobile est nécessaire pour donner la sécurité juridique pour une utilisation mobile, et ils soutiennent donc très fortement l'attribution mobile. Alors, si je continue... Je vous en prie. Qu'est-ce qui va se passer? Un peu la suite, la suite du programme. Aujourd'hui, il y a plutôt une majorité qui souhaite, en Europe, je parle bien de l'Europe, qui souhaite ne pas changer les choses, ne pas avoir d'attribution mobile, ne pas risquer de donner ce signal qui préempte un petit peu la discussion sur l'après 2030. C'est une majorité assez faible, mais ça peut vous donner espoir que les choses ne bougent pas à la CMR 23 et qu'il n'y ait pas ce signal qui risquerait d'entraîner un changement drastique de situation après 2030. Les États membres se réunissent demain à Bruxelles pour discuter d'éventuelles solutions de compromis sur la position qu'adoptera l'Union européenne à la conférence mondiale de 2023. Si un compromis n'est pas trouvé à ce moment-là, il y aura des discussions au niveau du Conseil, parce que sur une bande qui est harmonisée au niveau européen, le traité de fonctionnement de l'Union européenne oblige
le Conseil à définir des positions de l'Union européenne dans les conférences internationales, comme la conférence mondiale des radiocommunications. Donc une position devrait être définie. Compte tenu du rapport de force, il est probable qu'une certaine forme de compromis devrait être obtenu. Et je ne peux pas vous dire aujourd'hui, la discussion est demain, et ça va se poursuivre côté Conseil pendant le premier semestre 2023. Je ne peux pas vous garantir quelle sera la position qui sera adoptée par l'Union européenne lors de la CMR 23. Sachant que c'est bien les États membres qui décident. La Commission européenne a, comme toujours, le pouvoir d'initiative, donc c'est elle qui va proposer au départ la position, même si c'est le Conseil qui déterminera in fine cette position. La Commission est plutôt favorable à une attribution mobile, puisqu'elle doit faire des propositions sur l'après 2030. Pour vous, quelles que soient les conclusions de la CMR 23, même si elles sont au pire une attribution mobile, il faut bien comprendre que rien ne changera pour vous jusqu'à au moins fin 2030. Le vrai problème qui va se poser, c'est que s'il y a une attribution mobile, même s'il n'y a pas d'attribution mobile, il y aura de toute façon une discussion au niveau européen dans les prochaines années, entre 2025 et 2030. Et cette discussion va aboutir à un changement de l'approche européenne qui, aujourd'hui, donnait la priorité à la radiodiffusion, donc vous laissant les espacements de la radiodiffusion pour faire les microphones sans fil. Donc, comment ça va changer? Je n'en ai aucune idée. Ça dépend des négociations qui vont se conduire, qui vont être conduites entre 2025 et 2030. Derrière, il y a ce rapport de force et cette difficulté de certains pays qui ont moins l'usage de la télévision qu'en France ou dans de nombreux pays du Sud et quelques pays de l'Est. Et ce rapport de force va aboutir à ce que, après 2031, il y a un nouveau paysage. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être quelque chose disant, bon, jusqu'en 2040, je prends une date au hasard, jusqu'en 2040, il y a une priorité. Et donc, ce qui vous laisse une certaine marge de manœuvre. Et puis ensuite, il y a une utilisation pour les mobiles, par exemple la bande 600 MHz ou autre. Ça peut être 2040, ça peut être 2045, ça peut être 2033, ça peut être autre chose. Ou ça peut être quelque chose qui peut-être donne plus de flexibilité aux États pour faire des attributions des usages mobiles, sachant qu'aux frontières, c'est extrêmement compliqué. Enfin, on l'a vu avec le 700 MHz, 800 MHz, on ne peut pas avoir une situation où l'Allemagne fait du mobile et la France fait de la télévision, parce que ça ne fonctionne pas, c'est pas compatible aux frontières. Ou alors, ça suppose que, quelque part, on accepte aussi en France de ne pas utiliser la bande 600 MHz pour faire la télévision, et que de l'autre côté, l'Allemagne nous donne des fréquences supplémentaires pour qu'on conserve en France les simultiplex sur lequel on a l'offre de TNT sur toute la France. Donc, il peut y avoir ce genre d'arrangement, mais c'est un impact très fort sur les possibilités de fonctionnement de la télévision aux frontières. Donc, de toute façon, quelle que soit la décision de la CMR, il y aura cette discussion au niveau européen, il y aura ce nouveau paysage qui sera défini peut-être en 2027-2028, avec peut-être une date qui signifiera une perte d'une partie de cette bande de fréquence, peut-être un accroissement de la flexibilité, peut-être des obligations pour les pays qui veulent conserver la télévision, de prendre en compte ces besoins du service mobile. Il y a beaucoup de solutions techniques qui peuvent être envisagées, mais les choses peuvent bouger à ce moment-là. Ce qui, si je le traduis en fait pour vous, d'abord, vous donne quand même du temps. Enfin, je réinsiste, les microphones sans fil ne sont pas menacés. Vous avez toute la bande 470-194 en partage avec la télévision jusqu'à au moins fin 2030. C'est dans la loi française, c'est dans la loi européenne. Ça sera probablement étendu à après. J'imagine mal qu'au 1er janvier 2031, ça bascule vers quelque chose où vous perdiez un tiers de la bande pour une attribution mobile. Par contre, si on fait l'hypothèse que la télévision risque, ou l'usage de la télévision risque de décroître à long terme, à ce moment-là, ça aura forcément un impact sur vous. Parce que ça voudra dire que les espaces blancs de la télévision vont aussi se réduire. Je suis incapable de vous dire si c'est en 2031, en 2035, en 2040 ou autre, mais c'est quelque chose qui risque d'arriver
conduit, amené par le niveau européen, mais qui concernera aussi à un moment ou un autre, par conséquent, la France. Et donc, un point qui sera à faire dans ces prochaines années, mais encore une fois, on a le temps, c'est voir si progressivement, il peut y avoir aussi des solutions alternatives à développer pour les microphones sans fil. Merci pour ce panorama très complet. On viendra peut-être vers vous ultérieurement, parce que moi j'ai déjà quelques questions à vous poser. Mais je vais d'abord donner la parole à Prakash Morut, qui s'est levé un peu tôt, parce qu'il est aux États-Unis. Parce que j'imagine que Shure suit ces sujets de manière très attentive, et en France d'ailleurs, comme à l'international. Donc Prakash, si vous pouviez nous faire peut-être un exposé de l'intérêt pour un fabricant mondial comme vous de suivre ces sujets internationaux. Merci Jean-Marie. Eric a bien expliqué la situation en Europe, le Moyen-Orient et puis l'Afrique. Je voulais juste parler un peu des États-Unis. Comme vous le savez, les États-Unis ont mis aux enchères une partie de cette bande pour des applications mobiles il y a plusieurs années de cela, je crois en 2017. Donc les opérateurs mobiles comme T-Mobile et autres utilisent déjà cette bande, la partie haute de la bande pour la téléphonie mobile, donc 4G, 5G. Et depuis quelques années, on a de plus en plus de mal à organiser des événements comme le Super Bowl, comme l'année dernière par exemple, le Super Bowl, en fait pas l'année dernière, cette année, le Super Bowl de 2022, on a dû demander à la FCC, donc l'agence de réglementation des fréquences aux États-Unis, une dérogation spéciale pour pouvoir utiliser la bande mobile en fait pour nous, même pour la PMSE pendant le Super Bowl, parce qu'on n'avait pas assez de fréquences de cette bande. Donc voilà, donc ça c'est juste un exemple de ce qui risque de se passer dans le futur si on ne développe pas des solutions à long terme. Donc Shaw, pour répondre à ta question Jean-Marie, Shaw bien sûr est une compagnie internationale, donc on vend des équipements dans le monde entier. C'est encourageant d'entendre Eric parler de 2030, 2035 ou même 2040 pour la France ou peut-être d'autres pays européens, mais par contre vu qu'on vend nos équipements dans le monde entier, on s'intéresse aussi de ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Et Eric a expliqué que, par exemple, en Arabie Saoudite, au Qatar, etc., il risque d'utiliser une partie de cette bande pour la téléphonie mobile bien avant 2030. Donc, on travaille déjà avec les agences de réglementation dans cette région pour trouver une solution à long terme. Ils ont, par exemple, organisé l'Expo 2020, c'était au UAE, comment on a dit ça? Ouais, UAE, c'est près de l'Arabie Saoudite en fait. Et puis là, on a aussi le Formule 1. Et puis là, il y a la Coupe du Monde aussi au Qatar. On va apprendre beaucoup de cette Coupe du Monde. L'utilisation de la PMSC à la Coupe du Monde va être très intéressant. Donc, pour répondre à ta question, Shaw est impliqué dans les travaux de préparation de la CMR quand tout simplement l'avenir de notre industrie en dépend. La décision qui va être prise l'année prochaine à la conférence mondiale des radiocommunications à Dubaï en 2023 va dicter un peu ce qui va se passer à long terme. Comme Eric a expliqué, donc ils vont étudier l'utilisation de cette bande pour des applications mobiles comme les téléphones portables, mais aussi l'utilisation par d'autres industries, etc. On a cohabité avec la radiodiffusion pendant des dizaines d'années. Mais cohabiter avec ces applications mobiles va être problématique, comme on le sait d'ailleurs. On a continué à perdre le spectre depuis les 20 dernières années et si ça continue, ça va être très difficile de pouvoir organiser certains événements comme les Jeux Olympiques que la France organise en 2024, par exemple, dans le futur. Donc, pour répondre à peut-être pour rajouter, donc, Shaw a mis en place une équipe qui travaille avec les agences de réglementation des fréquences dans le monde. En fait, même si on était impliqué dans ces problématiques au niveau international, depuis environ 15 mois, on est vraiment en train de mettre en place une équipe. Et par exemple, j'ai recruté une personne qui est basée à Dubaï, qui s'occupe du Moyen-Orient et puis l'Afrique. Et juste la semaine dernière, je vais recruter une personne en Chine, en fait, pour couvrir la région de l'Asie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. On a aussi quelqu'un au Mexique qui s'occupe de l'Amérique latine. Et puis, moi, je m'occupe donc des États-Unis et puis du Canada. Et puis, j'ai aussi un rôle global. Donc, je dirige cette équipe
au sein de Shaw. On a aussi des personnes en Allemagne et en Angleterre qui sont très actifs au niveau européen, au niveau de la CEPT, etc. Donc, on prend ça très au sérieux. Et d'ailleurs, juste pour, peut-être, j'aurais dû m'introduire au début, j'ai passé 24 ans dans l'industrie mobile. Avant de venir chez Shaw, il y a 15 mois de cela, j'étais responsable donc, de l'équipe Spectre chez Nokia. Et comme vous savez, Nokia avait aussi fait l'acquisition de Alcatel-Lucent il y a plusieurs années de cela. Donc, j'avais aussi une équipe qui était basée à Paris. Donc, je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'une nouvelle génération de téléphonie mobile comme la 4G, 5G, 6G, il y a toujours une demande de spectre qui vient avec ces nouvelles technologies mobiles. Et 2030 va coïncider avec la 6G. Et je ne serais pas surpris si des opérateurs mobiles comme Orange, SFR, Bouygues ou Free demandent l'accès donc à cette bande entre 470 et 694 mégas pour la 6G. Donc, pour nous, c'est une question vraiment primordiale et il faut vraiment qu'on soit très impliqué. En plus de l'équipe qu'on a mis en place, on a rejoint l'Union internationale des télécommunications, donc l'UIT que Eric mentionnait, ce qui est assez, je dirais, indicatif de l'importance de ce sujet parce que Shaw existe depuis 97 ans et on vient seulement de rejoindre l'UIT il y a quelques mois de cela. On a aussi rejoint les différents groupes régionaux de l'UIT comme le CITEL qui couvre donc la région de l'Amérique et puis il y a la CMG pour le Moyen-Orient, l'ATU pour l'Afrique et puis on est en train aussi de joindre le EPT qui couvre l'Asie-Pacifique. On a aussi rejoint donc des organisations, associations comme le CNEP, que gère Jean-Marie. Et puis, il y a d'autres organisations, on pourra en parler un peu plus, j'imagine, un peu plus tard. Donc voilà, on est vraiment en train d'investir pour être sûr qu'on continue à avoir accès à cette ressource. Au-delà de 2030, on veut continuer à exister pour les 100 prochaines années parce qu'on a déjà une existence de 97 ans. On va être sûr qu'on continue à avoir accès à cette ressource pour pouvoir continuer donc à vendre nos équipements dans le monde entier. Voilà. Merci Prakash. Juste deux questions. On a bien compris que Shaw était très investi dans plusieurs régions du monde sur le sujet. Qu'est-ce qu'il en est des autres fabricants et aussi des utilisateurs, puisqu'on en a aussi, je pense, dans la salle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un intérêt ou une implication dans les travaux? Et puis deuxième question par rapport à un point que tu as souligné. Tu as parlé de la 5G et de la 6G. C'est effectivement des pistes qui sont évoquées régulièrement en termes d'innovation. On parle de production en 5G, etc. Il y a commencé à avoir pas mal de recherches. Donc, pourtant, on a vu, pas plus tard qu'hier, enfin ces jours-ci, un rapport de la Commission européenne qui avait l'air d'être plutôt tempéré sur les possibilités de la 5G, en tout cas à ce stade. Donc, voilà, deux questions pour toi. Quid de l'implication des acteurs et deuxièmement, sur les technologies? OK. En ce qui concerne les autres fabricants, je dirais que Sennheiser est aussi très actif à ce sujet. D'ailleurs, on coordonne nos positions entre Shaw et Sennheiser, soit dans des réunions bilatérales ou via des associations dont Shaw et Sennheiser sont membres, comme le CNEP, la PWPT, soit quand on participe à des réunions de réglementation, la CEPT ou l'IUT. Donc, on coordonne pas mal nos actions. Donc, je dirais Sennheiser et Shaw sont très actifs sur ce sujet. En ce qui concerne les utilisateurs, malheureusement, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas assez mobilisés. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Comme Eric a expliqué, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose dans cette bande en France ou en Europe. Donc, les utilisateurs ne voient pas vraiment de problème. Ils sont tranquilles peut-être jusqu'en 2030 ou même après. Mais moi, mon horizon, c'est au-delà de 2030, comme j'ai expliqué, et je vais être sûr qu'on puisse continuer à avoir accès au spectre au-delà de 2030. Donc, ça risque de changer, peut-être dans 15 ans. Et comme Eric a expliqué, il faut qu'on trouve des solutions non seulement technologiques, et je parlais un peu peut-être de ce qu'on est en train de faire au niveau technologique, mais aussi trouver d'autres bandes de fréquences avec des caractéristiques similaires à la bande télé. Par exemple, je crois que, et peut-être Mouna va en parler, il y a par exemple les bandes 1240 à 1260 mégas et puis l'autre bande
1350 à 1400, je crois, mégahertz, qui vont être utilisés aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Voilà, ce sont des pistes intéressantes pour pouvoir compenser la perte donc, de spectre dans la bande entre 470 et 694 mégas. Parce que pour moi, c'est clair que c'est juste une question de temps. Aux États-Unis, c'est déjà passé, et puis ça va être le Moyen-Orient, et l'Europe va arriver après. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions et puis deux alternatives. Il y a des bandes de fréquence, ces deux bandes que je viens de mentionner pour les Jeux Olympiques. Ce serait bien qu'on puisse faire en sorte que ces bandes deviennent des bandes permanentes au-delà de 2024, non seulement au niveau de la France, mais aussi au niveau européen. Surtout si on veut que les utilisateurs achètent ces équipements, ils ne vont pas forcément acheter les équipements juste pour 4 semaines pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, on espère que les utilisateurs seront un peu plus impliqués à long terme sur ce sujet. L'autre chose que je voulais rajouter, qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est je veux voir comment sensibiliser les plateformes comme Netflix, Amazon, Disney+, etc. Parce que donc le contenu qui est généré par la PMSC, bien sûr, est utilisé non seulement pour la télévision hertzienne, mais aussi sur ces plateformes. Donc Netflix, Amazon, Disney, ils investissent pas mal justement sur le contenu, et peut-être que si on a ce genre de poids lourd avec nous, on se fera un peu plus entendre par les agences de réglementation. Je ne parle pas forcément de l'ANFR, je dirais que au contraire, l'ANFR était toujours à notre écoute, mais il y a d'autres agences de réglementation qui sont peut-être moins à notre écoute. Donc, je vais essayer de voir comment on peut avoir ces différentes plateformes nous rejoindre pour essayer de préserver les fréquences et même ouvrir d'autres fréquences dans le futur. Merci Prakash. Oui. L'autre question, si tu veux que je réponde sur la 5G maintenant. Ouais, sur la 5G. Peut-être on va laisser la parole à Mouna, parce que tu as fait une bonne transition toi-même, donc on reviendra sur la question des technologies après. Mouna Benamar, merci d'être avec nous à distance malgré les circonstances. Voilà, comme le disait Prakash, ce sujet des fréquences et des PMSE, des micros sans fil en particulier, ça va être un gros sujet. Enfin, c'est d'ailleurs votre activité principale. Enfin, pas que principale d'ailleurs. Il y a d'autres sujets. On imagine que c'est un gros chantier à gérer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça s'organise, comment vous coopérez avec la NFR notamment, puisque Eric en parlait tout à l'heure, et comment vous allez gérer aussi la problématique de tous les équipements qui vont venir à cette occasion en France et qui parfois, souvent, ont été acquis à l'étranger. Merci beaucoup Jean-Marie, donc merci de me donner la parole et de m'avoir fait participer à cette table ronde. Donc en effet, donc au sein de Paris 2024, on s'est vite rendu compte de l'ampleur des demandes qui risquent d'arriver, tout simplement parce que on a eu des données des anciens jeux. Et on avait commencé à collaborer avec l'ANFR dès 2020 déjà, voilà, pour préparer un peu ces demandes qui vont nous arriver à l'approche des jeux, et de mettre un peu les moyens pour répondre à ces demandes de fréquence des équipements sans fil qui arrivent. Donc, dès 2020, on a commencé à travailler sur les données des jeux précédents, parce que il y a à peu près les mêmes acteurs, les mêmes acteurs de la presse, du broadcast, qui vont d'un jeu, de jeux olympiques, paralympiques à d'autres. Donc, on a eu les données des anciens jeux et on a commencé un peu à les décortiquer pour voir si on les applique sur le spectre français, qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce qu'on a assez, on n'a pas assez, et on a anticipé des négociations de la part de l'ANFR avec les affectataires. Donc voilà, c'est ce qui a donné donc à peu près 2 ans de travail.
pour aboutir au document qu'on a publié en juillet dernier, qui est le Spectrum Management Plan, qui est d'ailleurs accessible en langue anglaise sur Internet, et dans les jours qui suivent, il sera disponible en français aussi, où l'ANFR a pu aller négocier un maximum de spectres qu'ils ont pu avoir de manière temporaire, bien sûr, de manière aussi localisée en fonction des sites où ils sont et autour, pour les mettre à disposition pour différents usages. Et certes, il y a tout ce qui est microphone, il y a les wireless caméras, il y a les PMR, voilà, il y a les talkbacks, on a beaucoup de demandes qui vont arriver. Donc voilà, donc c'est ce qui a donné donc le Spectrum Management Plan, comme je disais, où on devait le publier 2 ans avant les Jeux pour préparer un peu les demandeurs à aller s'équiper d'équipements dans les bandes qui sont disponibles. Un exemple, par exemple, tout ce qui est les bandes de 2 gigas, on sait que la plupart sont octroyés aux opérateurs mobiles. Or, il y a beaucoup de broadcasters qui ont d'équipements dans le 2 gigas. Nous, on leur propose un peu de s'équiper, et on les pousse à aller utiliser plutôt la bande 7 gigas, la haute en tout cas du 6 gigas. Voilà, donc 2 ans, je pense que c'est pas trop long, hein. C'est juste le temps qu'il faut pour qu'ils puissent aller s'équiper auprès de prestataires dans les bandes où ils ont le plus de chances d'avoir des autorisations temporaires. Donc, on a publié donc ce document qui est la base. Maintenant, comment on va gérer toutes ces demandes-là? À titre indicatif, à Tokyo, ils ont eu plus de 100 000 demandes. À Pékin, ils ont eu un peu plus de 120 000 demandes. Donc, on sait que on va en avoir plus. D'une Olympiade à l'autre, il y a de plus en plus de demandes. Mais ça ne veut pas dire que quand on a 100 000 demandes, on accepte les 100 000. Hein. À Tokyo, par exemple, ils ont eu 100 000 demandes. Ils ont accordé 60 000. Voilà, il y a du filtre à faire, il y a des choses qu'on peut donner, d'autres, malheureusement, on peut pas. Mais ceci étant dit, on doit s'attendre à énormément de demandes, et on ne peut pas rester avec le process actuel où les demandes se font au cas par cas, et même pour un Tour de France sous réserve, hein. Il y a la NFR, sur Eric Fournier ici. Ça n'a rien à voir, les volumes sont énormes. Donc, on s'est lancé dans un développement d'un portail. C'est un portail de captation de toutes les demandes de fréquence. Donc, c'est Paris 2024 qui le développe et qui sera exploité par nous et par l'ANFR. Donc, tous les demandeurs auront donc accès, tous les demandeurs, les ayants droit, je parle, auront accès à ce portail qui sera ouvert dès février 2023, donc 18 mois avant les Jeux. On fera la communication qu'il faut pour ça. Sur des sessions, hein, on va ouvrir des sessions pour qu'ils puissent poster leurs demandes qui seront traitées par la suite par nous déjà pour voir un peu les droits qu'ils ont, et par l'ANFR pour tout ce qui est coordination des demandes de fréquence, et ensuite les autorisations vont pouvoir être octroyées à partir de janvier 2024. Donc voilà comment on va gérer ces demandes-là. Ça se fera de manière informatique via un portail. C'est aussi ce qui s'est fait dans les Jeux précédents, hein, j'insiste. Voilà. Mais pour la première fois peut-être, ce portail-là, il sera quand même en héritage sur les Jeux à venir. Voilà, ça c'est la petite nouveauté côté Paris 2024.
C'est qu'on ne fait pas un portail juste pour Paris 2024, mais il y a toutes les chances qu'il soit réutilisé pour les Jeux hiver-été à venir. Merci Mona. Vous parliez de cette plateforme, donc j'imagine qu'elle sera accessible via le site de Paris 2024 directement. Il y aura d'autres communications qui sont prévues autour de l'ouverture de ce portail? Oui, tout à fait. Donc, on va publier en janvier 2023 un user guide qui explique un peu comment exploiter ce portail-là. On fera la communication sur notre site et vers tous nos partenaires et les partenaires et les ayants droit pour donner l'URL qui sera directement accessible. Voilà, et les demandes les utilisateurs pourront faire la demande d'accès pour login password directement en ligne. Merci. Comme vous l'aurez compris, hein, tout ce qui a trait aux fréquences, ça demande beaucoup de planification et de prévision. Il y a un point qui m'a beaucoup intéressé dans les échanges préparatoires, c'est tout le process de test and tagging des équipements sans fil qui ont été prévus par Paris 2024 avec le soutien de la NFR. Donc, Eric, Mouna, si vous pouviez un peu nous expliquer de quoi il retourne. Je pensais notamment, je crois qu'on avait parlé des photographes étrangers qui vont venir, qui posent une question particulière, enfin, entre autres. Nous, on travaille avec l'ANFR. Il y a 3 grosses missions. La première mission, comme j'ai dit, c'est la coordination des demandes de fréquences via ce portail-là. Donc, au final, c'est l'ANFR qui va étudier les demandes de fréquences et octroyer les fréquences temporaires. La deuxième mission, c'est en effet le test et tagging. Je reviendrai. Et la troisième mission, c'est le monitoring. Donc, monitoring sur les sites de compétition. L'ANFR va accompagner aussi Paris 2024 en mettant des ressources sur les sites pendant les compétitions pour monitorer les fréquences qu'ils ont données, s'assurer que les équipements, surtout être là pour s'assurer qu'en cas de perturbation sur des équipements qui ont eu les licences temporaires, pour régler ces conflits et voir s'il n'y a pas d'autres équipements qui émettent alors qu'ils n'ont pas le droit d'émettre. Donc voilà, ils ont une mission de monitoring. Alors le test et tagging, donc tous les équipements qui auront, toutes les fréquences qui auront eu une approbation sur le site, sur le portail, on demandera aux utilisateurs de ramener les équipements configurés sur les bonnes fréquences, la bonne puissance, pour se faire tester et taguer, pour s'assurer que les équipements sont conformes et émettent bien sur les bonnes fréquences et les bonnes puissances. Et ça se fera à partir de 1 mois avant les Jeux et jusqu'aux Jeux. Dans des lieux bien spécifiques. Donc, Paris 2024, on va mettre en place 1 mois avant les Jeux. On va ouvrir des centres de test et tagging au centre de presse, le Media Press Center, au centre de broadcast, ce qu'on appelle l'International Broadcast Center, et au village olympique. Donc, les utilisateurs pourront prendre rendez-vous. Là aussi, on donnera les modes d'emploi, comment faire pour prendre rendez-vous, et se présenter à un de ces 3 bureaux-là dès 1 mois avant les Jeux. On va aussi ouvrir 2 autres sites 1 semaine à 10 jours avant le début de compétition, un à Versailles et un à Vers-sur-Marne. Donc, on a essayé avec la collaboration de l'ANFR de faire des sites de telle sorte à ce que en Île-de-France, qu'il y ait dans le Nord un peu le plus proche des sites, tout en centralisant. Hein, ça ne sera pas sur les sites de compétition. Et bien sûr, pour les villes, les autres villes, il va y avoir dans chaque site de compétition, dans chaque stade de foot, par exemple, il va y avoir jusqu'à 1 semaine avant le début de compétition, un bureau de test et tag. Voilà, où les utilisateurs pourront venir tester et taguer. Tout équipement non testé, tagué, il ne pourra pas passer le check de la sécurité.
Sur les aspects tagging, de toute façon, Mouna connaît bien mieux la problématique que moi. Juste pour intervenir sur les questions de contrôle du spectre, parce que finalement, ce qu'on va faire en contrôle du spectre, en vérification de la disponibilité des fréquences, c'est ce qu'on fait à chaque fois quand il y a le Tour de France, par exemple. Mais là, au lieu d'être sur un site, on va être sur de nombreux sites en même temps. Et ça démultiplie les besoins, le travail de façon considérable. Donc, on est en train de faire la retape de tous ceux au sein de l'agence, de tous les agents de l'agence qui pourraient intervenir pour ce contrôle du spectre, et même se former d'ici là sur les appareils de contrôle du spectre. Et on fait de la retape aussi vis-à-vis de nos collègues étrangers, européens, Afrique du Nord aussi, pour qu'ils puissent envoyer des équipes pour nous soutenir. Quand il y avait eu les Jeux Olympiques de Londres, par exemple, on avait été aussi à Londres, enfin une équipe de l'agence avait été à Londres pour les aider, donc il y a cette forme de coopération assez sympathique entre les agences du spectre pour permettre que les Jeux soient un succès. Je confirme, merci. En effet, là, la NFR, elle va déployer énormément de ressources et je les remercie d'ailleurs, voilà, pour assurer ce monitoring en même temps sur plusieurs sites. Chose, je pense que c'est la première fois en France. Bravo à tous les deux, parce qu'on voit que c'est quand même un sujet d'envergure et pas un sujet simple. Pour revenir, une question qui a été abordée tout à l'heure sur l'innovation. Alors déjà, peut-être, est-ce que pour ces contrôles que vous allez mener, côté ANFR, vous avez de nouveaux outils? Vous parliez de la coopération d'autres pays, mais on sait que la ANFR régulièrement investit dans de nouveaux outils. Donc, est-ce que c'est des choses que vous avez entrepris dans le cadre des JO 2024 ou que vous envisagez? Je ne peux pas vraiment vous donner des détails, c'est pas vraiment ma partie au sein de l'agence, mais oui, il y a des investissements qui sont faits pour avoir le nombre d'équipements, c'est pas simplement le niveau, mais surtout le nombre d'équipements qui sera nécessaire pour pouvoir intervenir sur l'ensemble des sites. Merci. Et Prakash, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, donc on parle un petit peu, enfin depuis quelque temps, on parle de 5G, de nouvelles technologies mobiles. Est-ce que ça te paraît une option à court, moyen ou long terme pour remplacer ou compléter les PMSE, et comment gérer la phase de transition? Oui, je vais répondre à ta question, mais juste avant, je voulais juste faire un commentaire par rapport à ce que Mouna a dit qui est très important. Par exemple, pour les Jeux Olympiques, mentionner que voilà, il va donner donc 2 ans aux gens pour aller trouver des équipements qui sont peut-être utilisés ou disponibles dans d'autres pays, etc., pour les Jeux Olympiques à Paris. Mais pour le Super Bowl, c'est exactement ce qu'on a dû faire. Pour la bande, donc la partie haute, les 600 mégas qui est utilisée par les opérateurs. Comme j'ai expliqué, on a eu une autorisation spéciale par la FCC pour l'utilisation de cette bande par la PMSE au Super Bowl 2022. Mais on a pu avoir des équipements donc disponibles en Europe. Donc le problème, c'est que si un jour cette bande ou une partie de cette bande n'est pas disponible dans le monde entier, les équipements entiers comme Shaw, Sennheiser, voilà, ils vont arrêter de fabriquer des équipements pour cette bande mobile. Donc, cette bande risque de ne plus être disponible. C'est pas comme si on te dit, bon, ben, si vous n'avez pas cette bande ou des équipements aux États-Unis, vous pouvez aller en Europe et vous trouverez des équipements en Europe que vous pouvez ramener aux États-Unis juste pour les Jeux ou juste pour le Super Bowl. Donc, c'est ça aussi, il faut tenir en compte, c'est que les équipements sont disponibles juste parce que voilà, il y a la fréquence est utilisée quelque part dans le monde et c'est pour ça qu'on fabrique. Donc voilà, je voulais juste faire ce commentaire. Donc pour répondre à la question, comme j'ai expliqué, donc je connais bien l'industrie mobile. La 5G n'a pas été développée en considérant les besoins des équipements audio sans fil. Par exemple, le besoin d'avoir un temps de latence extrêmement faible. Par contre, on est en train d'étudier la 5G et on est très actif au sein du 5G Media Action Group, qui est un groupe qui a été créé quelques années de cela. Donc, il y a BBC, il y a France Télévisions, il y a Sennheiser, Shaw, il y a aussi les Huawei, Ericsson. Donc, c'est l'industrie mobile et puis l'industrie, donc les broadcasters ainsi que les fabricants de PMSI qui travaillent donc sur comment optimiser la 5G pour nos besoins. Donc, en termes d'échéance, je ne dirais pas avant 5 ans. Et même si on arrive à résoudre les problèmes techniques, la question est le business case, parce que, encore une fois, je connais très bien l'industrie mobile. Donc, si, par exemple, le fabricant Qualcomm,
qui développe les puces pour les téléphones 5G, par exemple, quel est le business case pour Qualcomm d'inclure donc les requirements ou les besoins de notre industrie dans les puces qu'ils développent. Typiquement, c'est les opérateurs comme Orange, Bouygues, SFR ou Free qui dictent l'écosystème 5G ou 6G. Donc ça reste une question. Même si on résout les problèmes techniques, qui va signer un chèque pour que voilà, les Qualcomm ou les fabricants, même d'équipements comme Nokia, va fabriquer donc des équipements ou des puces qui pourront prendre en compte nos besoins. Donc ça reste une grosse question. Donc voilà, on y travaille, je dirais pas avant 5 ans. Par contre, j'aimerais juste faire un commentaire. Donc on continue à innover donc au sein de l'industrie PMSE. Bien sûr, on est passé de l'analogue au digital puis j'en ai cela. On travaille maintenant sur des systèmes à bande large. Il y a un système en particulier qui s'appelle le wideband, Multi-Channel Audio System, qui va améliorer l'utilisation du spectre. C'est basé sur le FDM comme les systèmes 5G et ça va nous permettre en fait de mettre plus de canaux à bande étroite dans 1 méga par exemple. Si tu compares à ce qu'on peut faire aujourd'hui, ben, ça va améliorer l'efficacité spectrale d'un facteur non négligeable. On est en train de travailler avec la FCC et on aura les réglementations bientôt pour pouvoir utiliser le WMAS aux États-Unis. Et puis en Europe, on travaille au sein de l'ETSI, qui est l'Institut européen des normes de télécommunications, pour définir donc les spécifications pour l'utilisation de WMAS en Europe. Et bien sûr, à un certain moment, on travaillera avec Eric et d'autres agences de réglementation en Europe pour pouvoir mettre ce nouveau système sur le marché. Il n'y a pas que Shaw qui travaille dessus, il y a aussi Sennheiser et d'autres fabricants. Donc voilà, on va continuer à innover. WMAS, je pense en premier, peut-être la 5G dans 5 ans ou plus. Si on arrive à résoudre non seulement les problèmes techniques, mais aussi le problème de l'écosystème. Mais juste pour conclure, je ne pense pas que l'évolution ou l'innovation va complètement compenser la réduction du spectre. Il faut qu'on regarde d'autres options. J'ai mentionné la bande donc, de 1240 à 1260 et puis la 1350 à 1400 mégas. Ce sont des bandes qui sont très intéressantes pour nous et ce serait bien, par exemple, à long terme, qu'on puisse les ouvrir non seulement au niveau de la France de manière permanente, mais au niveau européen. Donc, c'est tout un ensemble d'outils qu'il faut utiliser. L'industrie mobile fait la même chose à chaque fois, comme j'ai expliqué, à chaque fois qu'ils ont une nouvelle technologie. Ils ne demandent pas moins de specs, tout au contraire. Chaque nouvelle technologie de l'industrie mobile vient avec une requête de encore plus de spectre. Donc, je pense que c'est une question de technologie, mais aussi, il faut aussi regarder d'autres possibilités ou d'autres options en termes de fréquence. Voilà. En réaction à ce que vient de dire Prakash, qui effectivement nous avait interrogé sur le futur des bandes de fréquences qu'on va mettre à disposition à titre temporaire pendant les Jeux Olympiques, 1240, 1260 ou 1350, 1400. Donc la réponse qu'on avait fait à Prakash, c'est d'abord, attention, pour l'instant on fait les Jeux Olympiques et puis ensuite on va voir. Donc on aura de toute façon un débriefing après les Jeux Olympiques sur la façon dont tout ça s'est passé. Peut-être aussi sur les nouvelles technologies qui ont émergé, parce que même si ce qui a été dit et ce que j'entends par ailleurs, que côté audio, c'est beaucoup plus compliqué de passer à des technologies de type 5G, ce que vous avez dit tout à l'heure sur la base du rapport de la Commission européenne. Donc tout ça, on l'entend. Ça n'est pas le cas pour la partie liaison vidéo mobile, pour lequel les utilisations de la 5G semblent beaucoup plus envisageables. En fait, sont envisagées. Ça existe déjà. Et ça a comme conséquence aussi peut-être de relâcher la pression sur le spectre en général pour les utilisations temporaires. Parce que vous êtes en concurrence entre audio et vidéo, c'est très clair. Quand on a fait le plan de fréquence Paris 2024, il y a des bandes de fréquences où il a fallu choisir entre liaison vidéo mobile et la partie audio, les PMS audio.
Et le plus difficile pour nous, c'était quand même les liaisons vidéo mobiles, parce que ça occupe de la place. Et il y en a beaucoup, c'est très compliqué. Il y a des utilisations à bord d'hélicoptères, d'avions, etc. Donc c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Une des bandes de fréquence, le 1785-1105, qui est pourtant harmonisée au niveau européen pour de l'audio, on l'a basculé plutôt sur de la vidéo, parce que ça semblait prioritaire pour Paris 2024. Et donc nous on répond aux besoins. Mais si on envisage un avenir radieux où de plus en plus des utilisations vidéo pourraient passer en technologie 5G, y compris dans des bandes de fréquences avec de la 5G locale, hein, on est en train de travailler au niveau européen sur la possibilité d'avoir des autorisations temporaires dans la bande 3.8-4.2, ça fait quand même 400 MHz de spectre pour de la 5G ou des technologies semblables pour des utilisations locales, qui pourraient aussi couvrir éventuellement d'ailleurs les utilisations large bande audio dont parlait Prakash. Et ce type d'usage, on voit, va se développer pour couvrir des stades, pour couvrir des lieux où il y a des besoins de liaison vidéo temporaire. Donc il y a des choses qui évoluent quand même, et le fait que la pression puisse se relâcher un petit peu sur la partie liaison vidéo, aussi la montée en fréquence, Mouna mentionnait le 6 GHz par exemple, qui va être une 6 GHz haut, 6425, 7125, qui va être une des bandes importantes pour les liaisons vidéo, peut donner aussi un petit peu d'oxygène pour la partie audio. Voilà, c'était ma remarque. Merci pour ces précisions. Je vois que l'heure qui nous était allouée vient d'arriver à sa fin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour les intervenants? Non, tout est très clair. Je pense que ce qui est très clair, c'est qu'il faut continuer à suivre le sujet, et en particulier les annonces à venir du côté de Paris 2024 et les travaux de la NFR qui sont toujours très intéressants. Je les suis régulièrement, donc je peux en témoigner. Juste donc vous présenter les excuses de Jean-Christophe Paquel qui est en Australie. Autant Prakash est aux États-Unis, Jean-Christophe lui est en Australie et il a eu des problèmes de connexion, donc il n'a pas pu se joindre à nous. Et voilà, comme vous l'aurez constaté, un petit souci de retour vidéo. Toutes nos excuses pour ça, mais c'était voilà, on est vraiment aux quatre coins du monde pour cette conférence. C'était un peu une originalité de celle-ci, et on a fait au mieux en fonction des impératifs techniques. Merci beaucoup à nos intervenants. Très intéressant toujours de vous avoir tous autour de la table et d'en apprendre un peu plus sur ce sujet. N'hésitez pas à revenir vers les uns et les autres si vous avez des questions ultérieures. Je vous souhaite une bonne journée et un bon salon. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.